on peut dire que cette période de la bibliothèque d'Alexandrie qui commence à peu près en moins 300, c'est à la fois la continuité de l'astronomie égyptienne, mais qui finalement se réduit à pas grand-chose comme vous l'avez vu, et de l'astronomie grecque qui, elle, a connu un développement assez très important même, puisque c'est là-dessus que se fonde la nôtre. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, notre astronomie, nous, c'est d'abord les Mésopotamiens et l'astronomie chaldéenne, ensuite les Grecs qui ont beaucoup emprunté, ensuite Alexandrie qui est dans la continuité des Grecs, ensuite l'astronomie arabe qui finalement récupère l'astronomie grecque et d'Alexandrie et qui vont la modifier et l'enrichir, et ensuite ça revient au XIIe, XIIIe siècle dans notre civilisation, et puis la Renaissance, et puis Newton, et puis l'astronomie moderne. Donc l'école d'Alexandrie, bon, c'est très riche, il y a à la fois philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. Ça commence par ce qu'on appelle les anciens observateurs, qui n'ont pas laissé un nom absolument inoubliable dans l'histoire de l'astronomie, mais qui, encore une fois, ont procédé à des observations, et ces observations ont été cataloguées minutieusement, et elles serviront beaucoup par la suite, entre autres aux astronomes, aux autres astronomes plus tardifs de cette civilisation d'Alexandrie, tels que Hipparque et Ptolémée, qui vont finalement leur rendre hommage en disant que leur astronomie n'aurait jamais eu lieu sans l'astronomie de ces anciens. Et finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'histoire de l'astronomie et dans toute l'histoire des sciences. Il y a une phrase de Newton que vous connaissez peut-être: « Si j'ai pu voir si loin, c'est que j'étais un nain assis sur les épaules des géants. » Alors la phrase n'est pas originellement de Newton, on l'attribue à Grégoire de Chartres au Moyen-Âge, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que Newton reconnaît que son œuvre se fonde sur celle de ses prédécesseurs. Qui c'est les prédécesseurs de Newton? C'est les prédécesseurs juste du siècle qui précède, c'est-à-dire sans doute essentiellement Galilée, y pensait-il, mais aussi Descartes, aussi Kepler, Tycho Brahe, Copernic et d'autres, mais qui eux-mêmes sont les successeurs de l'astronomie arabe, et les Arabes sont les successeurs des Grecs. Enfin, vous avez compris cet enchaînement. J'insiste dessus parce que quand on regarde l'histoire des sciences, eh bien, les sciences, comme sans doute d'autres branches de l'activité culturelle, mais d'une manière qui est quand même spécifique, se construisent d'une manière progressive, c'est-à-dire que quand on fait de la science, on se fonde sur ce qu'ont fait nos prédécesseurs, et à la fois, de temps en temps, et souvent, on l'enrichit, on le complète, mais aussi, quelquefois, on le nie. On s'aperçoit que ça ne marche pas, on le rejette et on trouve autre chose. Par exemple, la physique newtonienne, à la fin du XVIIe siècle, Newton écrit ses Principia en 1687, c'est une révolution absolument fondamentale. Et non seulement c'est une révolution, mais on peut dire c'est le fondement de la physique moderne. Et même on pourrait dire c'est le fondement de la physique tout court, parce que aussi géniaux étaient les Kepler, Galilée, etc., on ne peut pas dire qu'ils faisaient vraiment de la physique dans le sens d'une discipline scientifique où nous l'entendons aujourd'hui. Donc, Newton, certainement le fondateur de la physique moderne, peut-être le fondateur de la physique tout court, en tout cas quelque chose d'entièrement nouveau, eh bien, ça se construit par la négation de ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était la physique aristotélicienne. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, astronomie grecque, qui sera reprise et critiquée par les astronomes arabes, lesquels la transmettront aux astronomes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et tous ces protagonistes vont s'employer, bien sûr, à la comprendre, à la diffuser, à l'améliorer, à la commenter, mais aussi à la critiquer. Et on peut voir tous les Nicoloresmes, Nicolas Copernic, Kepler, Tycho Brahe, Galilée, tous ceux dont j'ai parlé. On peut voir tous ces géants, dans le sens de la phrase de tout à l'heure, comme des savants qui ont critiqué tel ou tel aspect de la physique d'Aristote. Giordano Bruno aussi. Giordano Bruno, par exemple, qui critique le monde fini d'Aristote en disant ça peut être infini. Galilée, qui va critiquer ce que disait Aristote, que le monde se divise en deux. C'est-à-dire le monde sublunaire, la Terre jusqu'à l'orbite de la Lune, versus le monde supralunaire, le ciel. Et Aristote disait les lois du mouvement, les lois de la composition des objets, de la matière, sont complètement différentes sur la Terre et sur le ciel. Et Galilée va dire non, c'est les mêmes lois physiques, c'est la même composition chimique. Donc Galilée, non
à Aristote. Giordano Bruno, non à Aristote. Kepler, il va dire non, les orbites des planètes ne sont pas des combinaisons de cercles, ce sont des ellipses. Non à Aristote. Copernic va dire non, le monde n'est pas centré sur la Terre et il est centré sur le Soleil. Non à Aristote. Et finalement, Newton va faire la synthèse de tous ces noms et il va en construire quelque chose de nouveau qui va faire démarrer la physique, en tout cas la physique moderne. Bon, Einstein, au XXe siècle, ça sera pareil. Il va dire non à la physique de Newton, il va dire non à l'espace, non au temps. Il faut remplacer par quelque chose de plus compliqué qu'on va appeler l'espace-temps. Ça sera les théories de la relativité, mais c'est un non, et on remplace par autre chose. Et en même temps, entre ces périodes révolutionnaires, eh bien, on fonctionne avec quelque chose qui est bien établi et avec lequel on arrive à faire de la physique de manière pratique, et puis qu'on enrichit petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait une crise qui se déclenche et qui conduise à une révolution. Mais tout ça, si on veut le comprendre, eh bien, voilà, il faut remonter jusqu'à Aristarque de Samos et puis les civilisiciens, les physiciens, les philosophes, par exemple ici d'Alexandrie. Et c'est intéressant parce que Aristarque, vous voyez, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il a déjà compris l'héliocentrisme. Avant Copernic, Copernic, ça sera à peu près 2000 ans plus tard, il dit déjà que la Terre est au centre et que la Terre n'est pas au centre et qu'au contraire, la Terre tourne autour du Soleil. Et comme Copernic, il sera accusé d'impiété.